J'ai défié l'aviation française et révolutionné la guerre avec des tactiques inattendues. Bonjour, je m'appelle Julien Moreau, j'ai 27 ans. Je viens d'un petit village de la Beauce, une région agricole au cœur de la France, où j'ai grandi en aidant mes parents à cultiver les champs de blé et à élever quelques vaches. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été fasciné par les avions. Mais contrairement à beaucoup de mes camarades qui rêvaient de Saint-Cyr ou des grandes écoles d'aviation, mon apprentissage s'est fait dans la simplicité, au-dessus des plaines françaises, dans un vieux biplan prêté par un pilote itinérant. C'est dans ces conditions rudimentaires que j'ai appris à voler, à comprendre le souffle du vent, à écouter le moteur, à sentir la machine plutôt qu'à la piloter uniquement avec les instruments. Quand la guerre a éclaté, en 1940, j'ai décidé de m'engager dans l'aviation militaire, malgré le scepticisme de certains officiers issus des grandes écoles, qui me regardaient comme un paysan prétendant voler. Ils ignoraient alors que ce qui me manquait en prestige, je le compensais par des heures de vol et une connaissance instinctive des avions, forgés dans le vent et la poussière des champs. J'ai été affecté à l'escadron de chasse février 2023, basé en Corse, où nous affrontions régulièrement des formations ennemies bien plus expérimentées et mieux équipées. Ce jour-là, le 17 août 1942, nous étions en patrouille au-dessus de la Méditerranée, à une altitude de 7000 mètres. Je pilotais mon DeWatin des .520, un avion robuste mais moins agile que les chasseurs allemands Messerschmitt Bf-109 que nous redoutions tant. Mon escadron comptait 12 appareils, et nous savions que nous allions bientôt croiser le fer avec une escadrille ennemie qui nous surpassait en nombre et en maniabilité. Pourtant, je sentais au fond de moi que l'expérience que j'avais acquise loin des académies militaires me donnerait un avantage inattendu. À ce moment précis, la radio grésilla, contact ennemi à 2 heures, altitude élevée, environ 20 chasseurs Bf-109. L'adrénaline monta instantanément. 20 contre 12, les chiffres ne jouaient pas en notre faveur. Mais je n'étais pas là pour mourir en héros dans un combat déséquilibré, j'étais là pour survivre et faire changer la donne. Je savais que la clé résidait dans la façon dont nous allions utiliser nos atouts, et surtout, comment nous allions éviter les pièges tendus par ces pilotes aguerris. Ce combat allait marquer le début d'une nouvelle ère dans la manière de mener la guerre aérienne en Méditerranée. Le soleil brûlait haut dans le ciel corse alors que nous nous préparions à l'affrontement. L'air était lourd, chargé de cette tension palpable qui précède toujours la bataille. Je pouvais sentir la sueur couler le long de mon front, malgré le vent glacé qui giflait mon visage à travers la verrière de mon DeWatin. Mes mains, bien que fermes sur le manche, trahissaient une légère nervosité, un mélange d'excitation et de concentration absolue. Autour de moi, mes camarades ajustaient leurs casques, vérifiaient leurs instruments, échangeaient des regards silencieux, conscients que ce qui allait arriver pourrait bien décider de nos vies. Nous n'étions pas des pilotes issus des grandes écoles, pas des princes de l'aviation. Non, nous étions des hommes du terrain, des enfants des campagnes, des ouvriers du ciel, forgés par des heures passées à comprendre nos machines dans des conditions parfois précaires. Et c'était précisément cette expérience qui allait faire la différence ce jour-là. Alors que les Bf-109 approchaient, rapides, précis, leur silhouette élégante découpée sur le bleu azur, je repensais à toutes ces heures passées à voler au-dessus des champs de blé, à manier mon vieux biplan avec plus de cœur que de technique. Le commandant de l'escadron, un homme rigoureux mais respectueux, nous avait briefé la veille sur la stratégie à adopter. Notre DeWatin, malgré sa robustesse et sa puissance de feu, n'était pas aussi maniable que les chasseurs adverses. Il fallait donc éviter l'affrontement frontal, le fameux combat tournoyant dans lequel les Bf-109 excellaient. Au lieu de cela, nous devions exploiter notre résistance, notre capacité à plonger rapidement et à frapper fort, puis à disparaître avant que l'ennemi ne puisse réagir. Cette approche, un peu rebelle, n'était pas du goût de tous. Certains de mes camarades, surtout ceux issus d'écoles prestigieuses, la jugeaient lâche, peu honorable. Mais pour moi, il n'y avait pas d'honneur à mourir inutilement, seulement à gagner, à revenir vivant pour continuer la lutte. Ce combat, il fallait le mener à notre façon, avec pragmatisme et audace. J'avais passé des nuits à étudier les rapports de missions précédentes, à décortiquer les forces et faiblesses des Bf-109, et j'avais mis au point une tactique simple mais efficace, frapper vite, frapper fort, et utiliser notre vitesse de plongée pour échapper à la riposte. Alors que les premiers chasseurs ennemis se dessinaient à l'horizon, je pris une profonde inspiration, sentant tout mon être prêt à bondir. Ce moment allait tester tout ce que j'avais appris, toute ma capacité à rester calme sous pression et à transformer la peur en force. La bataille aérienne qui s'annonçait ne serait pas seulement un duel de pilotes, mais un affrontement entre deux philosophies, la tradition contre l'innovation, le prestige contre l'expérience brute. Et j'étais déterminé à prouver que l'on pouvait gagner, même sans privilège,
même sans titre, seulement avec du courage, de la réflexion et un peu de bon sens paysan. En repensant à tout ce qui avait conduit à ce moment précis, je réalise à quel point mon parcours avait été hors du commun. À la différence des autres pilotes de l'escadron, nombreux étaient ceux qui avaient grandi à Paris, Lyon ou Marseille, fréquenté des écoles prestigieuses, suivi des formations rigoureuses dans des bases aériennes modernes. Moi, j'étais ce garçon des champs de la Beauce, qui avait appris à voler sur un vieux biplan prêté par un pilote itinérant, à force de travail et d'obstination. Ce n'était pas une formation académique qui me définissait, mais des milliers d'heures passées à comprendre le comportement des moteurs, à anticiper les caprices du vent, à maîtriser l'art d'exploiter au mieux un avion, même quand il n'était pas parfait. J'avais vu, dès mon arrivée à l'escadron, les regards sceptiques, parfois méprisants, que certains m'adressaient. Un paysan qui croit pouvoir rivaliser avec nous, murmurait-il souvent. Mais je savais que cette méfiance venait surtout de l'incompréhension. Ils ne voyaient pas que, derrière mon accent provincial et mes manières simples, se cachait un pilote qui avait développé un instinct et une connaissance de la mécanique à toute épreuve. La guerre, je l'avais compris, n'était pas une question de pédigré, mais de résultats. Et ces résultats, je comptais bien les obtenir. Tout avait commencé quelques années plus tôt, quand j'avais eu la chance de rencontrer Lucien Dupont, ce pilote ambulant qui faisait le tour des villages avec son vieux biplan. Il m'avait offert la première chance de voler, en échange de mon aide pour l'entretien de l'appareil. L'avion, fragile et capricieux, nécessitait une attention constante, et c'est ainsi que j'avais appris à écouter le moindre bruit, à sentir la moindre vibration, à anticiper la moindre panne. Cette expérience était loin d'être celle des écoles officielles, mais elle m'avait forgé un sens aigu du pilotage. Puis vint la guerre, et avec elle, une opportunité inattendue. Malgré mon âge et mes origines modestes, j'avais réussi à intégrer l'aviation militaire. Mais mon arrivée ne fut pas célébrée. Je devais constamment prouver ma valeur, souvent face à des pilotes issus de familles influentes et d'écoles prestigieuses. Pourtant, chaque sortie, chaque mission renforçait ma conviction que la guerre aérienne ne se gagnerait pas avec des préjugés, mais avec du sang-froid, de la stratégie et une parfaite connaissance de son appareil. C'est dans ce contexte que j'ai commencé à élaborer des tactiques nouvelles, à remettre en question les méthodes traditionnelles de combat aérien, basées sur la confrontation directe et le dogfight, un art dans lequel les chasseurs ennemis excellaient. Je savais que notre De Watine, robuste mais moins agile, ne pourrait pas rivaliser dans ce type d'affrontement. Il fallait donc trouver une autre voie, une façon d'exploiter nos forces, la résistance de la machine, la puissance de feu et la capacité à plonger rapidement pour surprendre l'ennemi. Ce raisonnement, simple en apparence, allait bientôt transformer notre manière de combattre au-dessus de la Méditerranée. Le ciel s'assombrit soudainement sous la masse compacte des Messerschmitt Bf 109 qui s'approchaient, leurs ailes tranchant l'air avec une précision redoutable. Ce n'était plus un simple exercice d'entraînement ni une patrouille de routine, c'était une bataille imminente, une lutte pour la survie. J'observais les silhouettes ennemies, rapides et élégantes, parfaitement coordonnées. Leur supériorité technique était évidente. Pourtant, au lieu de céder à l'intimidation, je sentais monter en moi une détermination farouche. Je rassemblais mes pensées, prêt à mettre en œuvre la tactique que j'avais mûrie depuis des semaines. Pas question de m'engager dans un combat tournoyant avec ces machines plus maniables que la mienne. Non, je devais utiliser notre robustesse et notre puissance de feu comme un atout décisif. J'avais appris à mes dépens que le De Watine pouvait encaisser des dégâts que d'autres avions ne supporteraient pas. Il pouvait plonger plus vite, supporter la pression du vent et des manœuvres extrêmes. Je devais exploiter ses qualités, frapper vite et disparaître avant que l'ennemi ne puisse réagir. L'ordre retentit dans nos casques, formation en V, altitude maximale, restez groupés. Nous montâmes alors à 2500 mètres, dépassant légèrement la position ennemie. Je me souvenais des paroles de mon père, qui disait toujours, ne fonce pas tête baissée, Julien. Attends le bon moment, choisis ta bataille. Ce conseil, simple mais précieux, guidait désormais chacune de mes actions. Nous attendions que les Messerschmitt s'engagent dans la descente pour attaquer, exposant leur vulnérabilité. Au moment où l'ennemi débuta sa plongée, je donnai l'ordre d'attaque. Nous fondîmes comme une flèche, profitant de la vitesse accrue. Je vis les premiers éclats de fumée jaillir alors que mes mitrailleuses 12,7 mm crachaient leur feu meurtrier. Mon cœur battait à tout rompre, mais mes gestes étaient précis, presque mécaniques. La première cible s'effondra en flammes, son pilote n'ayant même pas eu le temps de réagir. Je tirai un second coup, puis je plongeai vers le bas, utilisant la vitesse pour m'éloigner rapidement de la mêlée. Mes camarades suivirent le même schéma, attaque éclair,
feu précis, et fuite immédiate. Cette tactique, que j'appelais « la frappe éclair », contrastait radicalement avec les combats tournoyants où beaucoup perdaient la vie en essayant de suivre l'ennemi dans des manœuvres interminables. Je sentais que nous avions enfin trouvé une méthode qui nous mettait à égalité, voire nous donnait l'avantage sur des adversaires pourtant plus expérimentés. Mais la bataille ne faisait que commencer. Alors que je reprenais de la hauteur pour une nouvelle attaque, j'aperçus un de mes camarades en difficulté, poursuivi par 2 Messerschmitt qui semblaient prêts à l'abattre. Le temps se ralentit. Je savais que pour le sauver, je devais intervenir rapidement, quitte à prendre des risques. Ce moment allait mettre à l'épreuve non seulement mes compétences de pilote, mais aussi mon sens du devoir envers mes frères d'armes. Sans hésiter, je braquai le manche et plongeai en piqué vers la scène qui se déroulait en contrebas. Mon camarade, Pierre, un jeune pilote originaire de Tours, luttait pour conserver l'équilibre face à ses poursuivants. Les 2 Messerschmitt se rapprochaient dangereusement, leurs mitrailleuses crachant des salves meurtrières. Je savais que si je n'intervenais pas, ils ne tiendraient pas longtemps. En fonçant vers l'ennemi, je mis en pratique tout ce que j'avais appris, anticipation, précision, rapidité. Arrivé à portée, je tirai un coup sec de mes mitrailleuses, prenant un des chasseurs en pleine aile. L'appareil ennemi vacilla, perdant de l'altitude. Le second, surpris par mon intervention, dévia sa trajectoire, me laissant le champ libre pour protéger Pierre. Celui-ci profita de la diversion pour remonter en vitesse et s'éloigner. Je sentais le vent siffler autour de mon cockpit tandis que je reprenais de l'altitude, mon cœur battant à tout rompre. Chaque seconde comptait, chaque décision pouvait être fatale. Le combat aérien, ce n'était pas seulement une question de savoir-faire technique, c'était aussi une épreuve de sang-froid, de volonté, d'instinct. Ce jour-là, j'ai compris que protéger mes compagnons n'était pas seulement un devoir, c'était aussi la clé pour transformer une simple escadrille en une véritable unité soudée, capable de triompher face à un adversaire supérieur. Mais alors que je reprenais ma position dans la formation, un bruit sourd retentit dans mon cockpit, un impact. Mon avion avait été touché. Une balle avait perforé le fuselage près du moteur. L'alarme retentissait, un léger nuage d'huile commençait à se répandre sous l'aile. Je savais que je ne pourrais pas tenir longtemps dans ces conditions, mais abandonner n'était pas une option. Chaque seconde passée dans les airs était une seconde de plus où nous pouvions infliger des pertes à l'ennemi. Malgré les secousses, je continuais à piloter avec la plus grande prudence, évitant les attaques et cherchant des ouvertures pour frapper à nouveau. Mon esprit se focalisait sur l'essentiel, rester en vie, protéger mes camarades, et surtout, prouver que notre méthode fonctionnait. Après plusieurs attaques rapides, nous avions déjà abattu 4 avions ennemis, et aucun de nous n'avait été perdu. Mais la bataille n'était pas terminée. Alors que la tension montait, j'aperçus à l'horizon une nouvelle formation ennemie, plus nombreuse et prête à prendre le relais. Je sentis mon corps se raidir, conscient que les minutes à venir allaient être décisives. Cette journée allait marquer une étape cruciale dans notre combat, une épreuve qui allait révéler si nos tactiques pouvaient réellement changer le cours de la guerre aérienne en Méditerranée. Je n'en revenais pas de ce qui venait de se passer. Malgré les blessures infligées à mon De Watine, malgré la menace constante planant au-dessus de nous, nous avions réussi à repousser l'attaque ennemie avec un bilan que personne n'aurait osé espérer. 3 avions allemands abattus, aucun pilote perdu parmi mes camarades. Et tout cela grâce à une tactique que beaucoup avaient d'abord raillée, jugée trop prudente, voire lâche. Je me remémorais ces moments de doute, lors de mon arrivée à l'escadron, quand certains me regardaient de haut, méprisant ce « garçon des champs » qui croyait pouvoir rivaliser avec eux. Ce jour-là, j'avais prouvé que l'expérience acquise dans les champs de Beauce, à écouter la mécanique et à anticiper les moindres réactions de mon avion, avait une valeur inestimable. Ce n'était pas une question d'élégance ou de bravoure théâtrale, mais d'efficacité, de pragmatisme. Je me demandais comment tout cela aurait pu se dérouler autrement. Si j'avais cédé à la tentation de m'engager dans un dogfight traditionnel, j'aurais été rapidement dépassé par les Messerschmitt. Si j'avais ignoré la nécessité d'une coordination étroite avec mes camarades, nous aurions été isolés, faciles à abattre un par un. Mais surtout, si j'avais écouté les critiques au lieu d'avoir confiance en mes instincts, cette victoire ne serait jamais arrivée. Ce combat m'a aussi fait réfléchir à la chance que j'avais eue, mais aussi à la fragilité de notre situation. Je savais que chaque mission pouvait être la dernière. Que la mort, l'accident, ou la simple erreur de jugement pouvait nous coûter la vie. Pourtant, c'était dans ces moments extrêmes que l'on découvrait la véritable nature d'un pilote, la force d'un homme. Et au-delà de la victoire tactique, ce qui m'importait le plus, c'était la solidarité entre nous.
Ce lien invisible tissé dans le feu de l'action, cette confiance mutuelle qui permettait à chacun de se surpasser. Je savais que nos tactiques ne seraient efficaces que si nous volions en équipe, si nous protégions nos arrières les uns les autres, si nous agissions comme un corps soudé plutôt que comme des chasseurs solitaires. Mais alors que je savourais cette victoire, un nouveau défi inattendu se profilait à l'horizon. Une situation qui allait bouleverser tout ce que nous avions connu jusque-là, et qui allait mettre à l'épreuve non seulement nos compétences, mais aussi notre courage et notre capacité à innover face à l'imprévu. Je sentais que la guerre aérienne, loin de s'apaiser, entrait dans une phase encore plus intense et dangereuse. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette nouvelle épreuve allait révéler un secret, un retournement de situation qui changerait à jamais le cours de notre combat. Alors que nous reprenions notre souffle après cette première victoire, un message urgent traversa la radio, une formation ennemie encore plus imposante se dirigeait vers nous, bien plus dangereuse que la précédente. 25 chasseurs Bf-109 accompagnés de 10 bombardiers Dornier, prêts à frapper notre base en Corse. Nos effectifs, déjà éprouvés, semblaient dérisoires face à cette menace. Le commandant ordonna une montée immédiate à 30 000 pieds, une altitude que peu d'entre nous avaient encore expérimentée. Ce fut là que tout bascula. En m'élevant dans le ciel, je sentis mes mains devenir moites, mon souffle se faire plus difficile. L'air devenait rare, froid, presque glacial. Nos moteurs peinaient à maintenir la puissance optimum. Mais c'était notre seule chance, prendre l'avantage en altitude, surprendre l'ennemi dans sa descente. Pourtant, alors que nous atteignions cette hauteur, un phénomène inattendu se produisit. Plusieurs pilotes commencèrent à perdre conscience, y compris certains de mes compagnons les plus aguerris. L'hypoxie, ce mal sournois de l'altitude, frappait sans pitié. Je me retrouvais seul, suspendu dans ce ciel traître, à devoir gérer non seulement l'ennemi, mais aussi les limites de mon propre corps. La fatigue me gagnait, mes réflexes ralentissaient. Pourtant, je savais que je ne pouvais pas abandonner. Ce moment d'extrême vulnérabilité allait décider de notre sort. Mais alors que je luttais pour rester lucide, un autre choc me saisit, notre base avait été repérée et bombardée plus tôt que prévu. Le chaos régnait au sol, les infrastructures endommagées, les chaînes d'approvisionnement menacées. Je compris que cette bataille n'était plus seulement une confrontation aérienne, mais une lutte pour la survie de notre escadron et de tous ceux qui dépendaient de nous. Et c'est dans cette tourmente, au cœur du danger, qu'un retournement de situation incroyable se produisit. Un pilote que personne n'attendait, un jeune mécanicien devenu pilote par nécessité, fit preuve d'une audace et d'une habileté hors du commun. Il déjoua les plans ennemis avec une manœuvre inédite, une improvisation qui bouleversa le cours du combat. Cette révélation me surprit profondément. Comment un homme, jusqu'ici cantonné au hangar, pouvait-il changer le destin de cette bataille? Son courage et son génie improvisé remettaient en question toutes nos certitudes. Je compris alors que, dans cette guerre, ce ne seraient pas seulement les machines ou les nombres qui feraient la différence, mais la capacité à innover, à s'adapter, à défier les règles établies. Ce jour-là, un nouveau chapitre s'ouvrait dans notre combat, un chapitre marqué par le courage inattendu et la rébellion contre l'ordre établi. Ce jeune pilote, nommé Antoine Lefebvre, n'était pas comme les autres. Jusqu'à peu, il avait passé ses journées à réparer les moteurs dans les hangars poussiéreux de la base, loin des combats et des lumières. Mais la guerre avait exigé de chacun qu'il prenne les armes, et Antoine, avec un courage discret mais déterminé, s'était porté volontaire pour piloter. Son expérience limitée faisait douter certains officiers, mais en ce jour fatidique, il allait prouver qu'on ne peut jamais sous-estimer la valeur d'un homme prêt à tout. Alors que la formation ennemie plongeait vers nous dans un rugissement de moteur, Antoine prit une décision audacieuse. Au lieu de suivre la manœuvre défensive recommandée, il engagea une spirale descendante vertigineuse, presque suicidaire, pour se glisser entre les bombardiers et leurs escortes. Avec une précision incroyable, il réussit à s'interposer entre les avions allemands, attirant leur attention sur lui, comme un appât vivant. Ses mitrailleuses crachaient le feu avec une rapidité et une efficacité redoutables. Il abattit un Dornier avant même que les chasseurs adverses ne puissent réagir. Mais ce n'était pas tant ses tirs que sa manœuvre elle-même qui stupéfia tout le monde. En se plaçant ainsi, il brisa la formation ennemie, semant la confusion parmi leurs rangs. Les bombardiers se dispersèrent, perdant leur cohésion et leur efficacité, tandis que nos pilotes, profitant de ce chaos, attaquèrent avec une vigueur renouvelée. J'observais cette scène, le souffle coupé, conscient que ce geste avait changé la donne. Antoine n'avait pas suivi les règles établies, il avait improvisé, osé défier les conventions, et c'était cette audace qui avait sauvé notre escadron.
Cette leçon était claire, dans cette guerre, la rigidité était un luxe que nous ne pouvions plus nous permettre. Il fallait penser autrement, s'adapter, innover au risque de déplaire aux autorités et aux traditions. Mais cette victoire inattendue fut aussi une mise en garde. L'ennemi, surpris et déstabilisé, allait sans doute riposter avec une férocité accrue. Nos tactiques, aussi novatrices soient-elles, devaient constamment évoluer pour faire face à un adversaire prêt à tout pour conserver sa domination. Antoine, malgré son exploit, restait un pilote inexpérimenté, et je savais que son courage serait mis à rude épreuve dans les jours à venir. Cette bataille révélait aussi une autre vérité, la guerre ne se gagnait pas seulement dans le ciel, mais aussi dans les esprits. Il fallait apprendre à faire confiance à ceux que l'on méprisait, à reconnaître la valeur là où on ne l'attendait pas, à briser les barrières sociales et intellectuelles qui freinaient l'innovation. Antoine était la preuve vivante que le courage et la détermination pouvaient naître dans les endroits les plus inattendus, et que parfois, ce sont les outsiders qui changent le cours de l'histoire. Ce jour-là, au-dessus des cieux tourmentés de Corse, la bataille atteignit son paroxysme dans un tourbillon d'acier et de feu. Les moteurs hurlaient comme des bêtes enragées, les traînées de fumée dessinaient des arabesques mortelles dans l'azur, et chaque seconde semblait suspendue entre la vie et la mort. Antoine, toujours en première ligne, défiait les lois du possible avec une audace presque folle, plongeant dans des figures aériennes qui semblaient défier la gravité elle-même. Son Dewatine paraissait danser dans l'air, esquivant les balles et frappant avec une précision chirurgicale. Mais ce n'était pas seulement Antoine qui incarnait ce moment d'extrême tension. Partout autour de moi, mes camarades livraient un combat désespéré, chacun poussant son appareil au-delà des limites humaines et mécaniques. Les Dewatines tremblaient sous les tirs ennemis, certains moteurs fumaient, des avions s'embrasaient, déchiquetés par le feu et la fureur du combat. Pourtant, malgré la peur qui étreignait nos cœurs, personne ne voulait céder, personne ne voulait abandonner. Ce combat semblait suspendu dans le temps, une épreuve d'endurance et de volonté où chaque homme mettait en jeu sa vie pour celle de ses frères d'armes. Le ciel s'était transformé en un théâtre d'ombre et de lumière, où l'héroïsme et la tragédie s'entremêlaient dans une danse macabre. J'entendais les voix tendues dans les radios, les ordres hurlés, les cris étouffés. C'était bien plus qu'une simple bataille, c'était un combat pour l'honneur, pour la survie, pour la liberté même. Alors que la poussière retombait lentement sur le champ de bataille aérien, un sentiment étrange m'envahit, celui d'avoir été témoin d'un événement hors norme, d'un moment où le destin semblait suspendu à un fil. La bravoure d'Antoine, la cohésion de notre escadron, la force de nos avions, tout cela avait convergé pour créer un miracle fragile, un exploit que peu auraient cru possible. Pourtant, au cœur de cette victoire, une ombre planait encore. Une question brûlante restait sans réponse, à quel prix cette victoire avait-elle été obtenue? Combien parmi nous ne reverraient jamais le sol français? Combien de rêves s'étaient brisés dans le fracas de ces combats? Et surtout, qu'allait-il advenir de cette guerre qui semblait ne jamais vouloir s'arrêter? Ce moment d'héroïsme exacerbé, ce sommet de tension et d'émotion, laissait présager que la suite serait encore plus implacable, plus cruelle. Mais il révélait aussi une vérité essentielle, dans les cieux de Corse, malgré tout, l'esprit humain, l'ingéniosité et le courage pouvaient triompher de l'adversité la plus féroce. Et c'était cette flamme, fragile mais indomptable, qui continuerait à nous guider dans les épreuves à venir. Alors que nous commencions à reprendre le contrôle de la situation, une atmosphère étrange s'installa parmi nous. La poussière retombait, les moteurs s'apaisaient, mais une inquiétude sourde persistait. Parmi les débris fumants et les avions endommagés, un silence pesant semblait annoncer que cette bataille n'était qu'un prélude à un défi encore plus grand. Je sentais au fond de moi que la guerre allait bientôt nous confronter à un choix impossible, un moment où notre courage serait mis à nu, où la loyauté, la peur et la survie se mêleraient dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Je regardais autour de moi, les visages fatigués mais déterminés de mes camarades. Certains portaient les stigmates des combats, des cicatrices visibles et invisibles. D'autres, plus jeunes, tentaient de masquer leur peur derrière un masque de bravoure. Tous savaient que la prochaine mission serait encore plus périlleuse, que chaque décision pourrait être la dernière. Mais au-delà de cette tension palpable, une question brûlait dans mon esprit, jusqu'où étions-nous prêts à aller pour défendre notre pays et nos idéaux? Et surtout, quelle vérité cachée allait émerger de cette guerre, entre trahison, sacrifice et révélations inattendues? Alors que le soleil déclinait lentement sur les collines corses, jetant une lumière dorée sur un paysage à la fois magnifique et dévasté, je compris que notre combat ne faisait que commencer. Une ombre mystérieuse planait sur notre escadron, un secret que certains tentaient de dissimuler, mais qui finirait par éclater au grand jour. Ce secret pourrait bien bouleverser tout ce que nous pensions savoir, remettre en cause nos convictions,
et changer à jamais le cours de notre histoire. Je sentais que le poids de cette révélation allait nous accompagner dans les jours à venir, comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de nos têtes. Mais malgré l'incertitude et la peur, une chose restait claire, nous étions prêts à tout affronter, ensemble, unis par notre foi en un avenir meilleur. Notre histoire, celle d'un groupe d'hommes venus de milieux modestes, déterminés à prouver que le courage, l'ingéniosité et la solidarité pouvaient changer le destin. Et alors que la nuit enveloppait doucement la base, je m'engageais à ne jamais oublier ce jour, ce combat, et surtout ces hommes qui, comme moi, avaient choisi de défier le destin. Car au bout du compte, ce n'était pas la puissance des machines ni la supériorité technique qui gagnait la guerre, mais la force indomptable de l'esprit humain. Et c'était là notre plus grand atout, notre véritable victoire.